create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Feedback. Bonjour, bon matin et bienvenue à MTL Connect. Comment allez-vous, Montréal? Oh, OK. On a besoin de café encore, je vois. Bienvenue à la Satosphère. Quelle salle magnifique. Mardi matin, on voit le soleil qui brille dans la salle. Non, on ne voit pas le soleil, mais c'est une super belle journée. La mère nature nous sourit. Mon nom est Armand Afkami. Plaisir d'être des vôtres aujourd'hui pour cette 7e édition de MTL Connect. Cette année, sous la thématique de révolution, on vit une transformation numérique, on vit une révolution. Et on va pouvoir discuter des sujets d'actualité aujourd'hui et tout au long d'MTL Connect ensemble cette semaine. Alors, sous cette grande thématique, nous allons également parler de 4 axes. On parle de cybersécurité, d'intelligence artificielle, culture et créativité et territoire humain. On va pouvoir connecter le tout, jaser, découvrir des panels, des grandes conférences, des ateliers, réseauter parce que MTL Connect ne serait pas MTL Connect sans les humains. On a besoin des connexions humaines pour pouvoir débattre de ces grands sujets. Et on va avoir la chance de plonger dans ces sujets-là dans quelques instants. Pour partir le tout, j'aimerais sans plus tarder inviter le directeur général du Printemps numérique, un grand ami, Mehdi Benboubacar. Un bâton? Oui. On va vous donner un bâton, ça va être bu avec un bâton. Je sais que votre voix porte. J'ai la voix qui porte. Oui, c'est ça. J'ai la voix qui porte, mais c'est toujours bien avec un bâton. Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous. Maintenant, en fait, je vais faire juste un petit mot très rapide et ma présidente du conseil d'administration, Caroline Roy, prendra le relais juste après. Donc, à l'heure de l'IA, où l'IA passe du laboratoire aux usages de masse, nous vivons de véritables révolutions. Des capacités inédites qui bousculent l'économie et la culture, mais aussi un sursaut de collectif pour encadrer, éduquer et inclure. En 2025, des jalons clairs s'installent de l'IA Act européen qui entre en application par étapes dès cette année, aux principes éthiques portés par l'UNESCO. Vous comprenez, hein, les gens qui me connaissent, j'aime pas lire, mais on m'oblige à lire parce que sinon je m'étonne. Fait que voilà, c'est dit. Donc, face au risque très concret de désinformation générée par l'intelligence artificielle, notre cap demeure celui d'un numérique responsable, inclusif et durable, qui renforce les communautés plutôt que de les fragmenter. Et parce que toute transformation commence par la reconnaissance des lieux et des liens, permettez-moi d'abord d'honorer le territoire qui nous accueille. C'est dans cet esprit de responsabilité que je souhaite commencer en reconnaissant que les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui font partie d'un territoire ancestral non cédé. Nous reconnaissons la nation Ganyonghaga, la nation Mohawk, en tant que gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke, c'est le nom de Montréal, en fait. Donc également connu sous le nom de Montréal, est historiquement un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Nous reconnaissons également, bien entendu, le rôle majeur du peuple fondateur. Et aujourd'hui,
Une population autochtone diversifiée continue de résider ici, aux côtés de nombreux autres peuples qui, à travers les siècles, ont trouvé sur ce territoire un accueil chaleureux. Nous rendons hommage à cette tradition d'hospitalité et nous nous engageons à soutenir, promouvoir et honorer la voix et la valeur de la nation haute. Je tiens également à saluer chaleureusement la présence des participants du programme Jeunes ambassadeurs autochtones, une initiative du Printemps numérique visant à renforcer les capacités des jeunes des Premières Nations. Ces jeunes sont ici à Montréal Connect pour s'inspirer et échanger, contribuer à imaginer un numérique au service des communautés. Voilà, on tenait à le préciser, en fait, toujours comme à l'accoutumée, des activités qui sont menées par le Printemps numérique. On a cette année, c'est une année très particulière avec la mise à l'honneur du Maroc. Donc, je cède la parole à Madame Caroline Roy, donc la présidente du conseil d'administration du Printemps numérique. Bon matin à tous. Monsieur Fournier, Madame Popagnou, chers membres du corps diplomatique, éminents représentants des délégations internationales et distingués invités, c'est avec un immense plaisir que j'ai de vous accueillir à cette 7e édition de MTL Connect sous le thème de la révolution. Il ne faut pas sous-estimer ce privilège qu'on va avoir dans les prochains jours d'échanger sur les dimensions technologiques, sociales, humaines, et ce, en français, au Québec, avec des partenaires de partout dans le monde. C'est un plaisir qui est trop rare maintenant où on peut se dire les bonnes choses et imaginer le futur qu'on aura ensemble. Au nom du Printemps numérique, je tiens à remercier sincèrement nos partenaires sans qui nous ne serions pas là. C'est important de votre soutien parce que dans cette économie, dans ce challenge mondial, Mehdi fait des miracles et son équipe, je l'en remercie. Si on peut leur donner une petite main d'applaudissement. Mais sans vous et sans les partenaires, on ne pourrait pas y arriver. On parle du gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, Tourisme Montréal. On a des partenaires institutionnels et académiques et privés, l'UQAC, le CRIM, Logique, Desjardins Caisse technologique, le Journal Le Monde et bien d'autres. Grâce à vous, MTL Connect demeure un lieu privilégié d'échange. Cette année, on a l'immense privilège aussi d'avoir comme pays à l'honneur le Maroc. On a mis un magnifique vidéo ce matin. On avait le goût d'y aller. On est tous en train de s'acheter un billet. Alors, c'est sûr qu'on veut y aller. Vous nous avez donné le goût. Je salue la présence de UM6P, l'AMDE, l'APEBI, Flex Group et tous nos partenaires marocains. Un merci spécial au Comité Maroc, présidé par Mme Souam El-Mahem, et aussi coordonné de main de maître par Amdella Hammer pour leur engagement remarquable. Ça illustre les liens durables de nos cultures, de notre technologie, mais aussi de notre culture francophone, je tiens à le souligner. Une autre nouveauté, on a un forum francophone de l'intelligence artificielle, une initiative de l'AFRIA et de la Chaire du Québec sur l'IA et le numérique francophone. Ça incarne notre esprit à Montréal Connect, une IA inclusive, éthique, au bien du service commun. Tout au long de la semaine, vous allez rencontrer différentes délégations internationales, de Bruxelles, de la Wallonie, de la France, le Maroc, la Tunisie, je salue leurs délégations qui sont aussi en grand nombre, le Sénégal, ainsi que Montréal, Québec, ces régions, les représentations au Canada aussi francophones. C'est un talent et un honneur d'échanger sur ces perspectives mondiales ici à Montréal. MTL Connect, c'est plus qu'un événement, c'est un mouvement où on peut échanger sur des idées, ça devient des projets, ça devient des engagements financiers, de la business pour tous nos partenaires. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite un 3 jours fabuleux et au plaisir de vous voir. Alors, merci beaucoup, Caroline. On va continuer tout de suite avec notre prochaine intervenante. Elle est la doyenne associée à l'École des arts numériques de l'animation et du design au Centre NAD UQAC. On invite Manuelle Frère. Bonjour, bon matin. J'ai envie de dire bonsoir avec ce beau ciel étoilé. En premier lieu, je voudrais remercier au nom de M. Ghislain Sanson, recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi, et de Mme Marie-Caroline Laflamme, vice-rectrice aux affaires administratives et aux ressources de l'Université du Québec à Chicoutimi, Mehdi,
et son équipe du Printemps numérique pour avoir mis en place cette collaboration et ce partenariat qui nous permet d'être présents parmi les acteurs et les actrices du numérique. En tant que doyenne associée de l'école NAD, donc de l'école d'art numérique, d'animation et du design de l'UQAC, je suis particulièrement fière de cette collaboration. C'est important pour nous, une école spécialisée en création 3D pour les jeux vidéo et pour le cinéma, mais aussi en création 3D pour la création d'expériences immersives telles que celles que vous vivez ici aujourd'hui. C'est très important pour nous d'être présents entre tous ces acteurs de divers domaines pour affirmer la place des artistes et des créateurs dans l'innovation technologique. Donc, c'est pour nous une vraie opportunité de rentrer en dialogue et pour démontrer que sans les artistes et sans les créateurs, il n'y en aura pas de révolution. Donc, on espère faire des rencontres très fructueuses au courant de cette semaine. On vous invite à venir visiter le kiosque de l'UQAC ici au rez-de-chaussée de la SAT. L'école NAD, qui est située ici au quartier des spectacles, à l'îlot Balmoral, au 1501 rue de Bleury, juste en haut de l'ONF, a aussi ouvert ses portes pour vous accueillir, pour accueillir des délégations qui aimeraient connaître notre école et ses expertises. Et je vous inviterai aussi à venir voir au rez-de-chaussée de l'îlot Balmoral notre dôme de prototypage de création 3D et d'expérience immersive. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite une excellente semaine, une semaine riche en création et en innovation. Bonne journée. Merci beaucoup, Manuel. On va continuer avec notre prochain intervenant. Alors, il est le directeur des partenariats de Logic, sans plus tarder, Stéphane Carrier. Distingués invités, bonjour. Donc, Logic, les Offices Jeunesse internationaux du Québec, sont fiers de s'associer pour une autre année à Montréal Connect. C'est toujours un privilège de travailler avec l'équipe du Printemps numérique et on y travaille depuis plusieurs années. Et donc, je tiens d'entrée de jeu à les remercier pour cette précieuse collaboration que l'on nourrit et enrichit d'année en année. D'ailleurs, cette année est toute spéciale parce que Logic est partenaire majeur de l'édition 2015 de Montréal Connect. 2025. Donc, pour cette édition, on a mis nos partenaires internationaux et nationaux à contribution afin de permettre à une délégation composée de 37 jeunes entrepreneurs et professionnels qui nous sont venus du Québec, de la francophonie canadienne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la France pour participer à cette 7e édition de Montréal Connect, qui est un véritable carrefour international dédié à la transformation numérique. Alors, merci à ces partenaires internationaux et nationaux, le Bureau international jeunesse à Bruxelles, l'Office franco-québécois pour la jeunesse de Paris et ainsi que Parallèle Alberta. Je tiens à réaffirmer aux participants de notre délégation l'occasion unique qu'ils ont d'établir des connexions et d'agrandir leur réseau à travers une semaine de partage de connaissances et de rencontres qui généreront, on le souhaite, des opportunités de collaboration et de coopération internationale. Comme les 150 000 autres jeunes Québécois qui ont été soutenus dans la réalisation de leur projet de mobilité depuis la création des offices, profitez au maximum de cette occasion qui vous est offerte d'entrer en contact avec les acteurs et les actrices de l'écosystème numérique québécois. L'équipe de Logic contribue à favoriser le développement professionnel et personnel des 18-35 ans en leur permettant de réaliser des projets et des programmes de mobilité et d'échange aux effets durables, non seulement à l'international, mais aussi dans les autres provinces et territoires du Canada, ainsi qu'à l'intérieur même du Québec. Tous et toutes qui êtes ici ce matin dans la salle et qui participerez à cette semaine intensive d'activités, je vous invite à venir à notre rencontre et celle des membres de notre délégation au kiosque de Logic dans le hall d'entrée de la SAT. Venez échanger avec mes collègues et les jeunes ambassadeurs numériques qui animeront notre kiosque et qui sont inscrits dans le projet Jeunesse Québec 30, porté par le gouvernement du Québec dans le cadre de son plan d'action jeunesse 2025-2030. Finalement, je tiens à remercier mon équipe, ma petite équipe,
qui, sans eux, ces projets ne seraient pas possibles. Donc, merci Selwa, Sergio, Salimata, Linda, Fatima. Vous pourrez les rencontrer également au kiosque. Donc, je vous souhaite une semaine enrichissante à tous et à toutes et profitez-en au maximum. Merci. Alors, merci beaucoup, M. Carrier. On va continuer. Prochaine intervenante, Ginny Thibault. Bonjour à tous et à toutes. Je suis directrice générale de la Société des arts technologiques. Alors, je veux juste vous souhaiter la bienvenue ce matin dans notre lieu qui va célébrer ses 30 ans l'année prochaine. Et la SAT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu, un centre de création, un centre de recherche et de développement, un lieu de diffusion et un centre de formation. Donc, c'est environ une centaine d'employés qui travaillent à créer des expériences immersives interactives et à développer des outils pour faciliter l'immersion collective. Et nous avons aussi dans nos locaux l'équipe de Hublot, l'équipe de Mutech et l'équipe de XN Québec. Alors, bon Montréal Connect, bon réseautage et bon séjour à Montréal. Merci. Merci beaucoup, Mme Thibault, et merci de nous accueillir chez vous. C'est très joli. J'emménage. Sans plus tarder, là, on va passer à une vidéo présentée par M. Abdellah Ghazi, député maire de la ville de Tiznit au Maroc. On passe à la vidéo. Mais aussi tourner vers l'avenir grâce au dynamisme de ses habitants. Pour ne pas trop abuser. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Abdellah Ghazi, député maire de la ville de Tiznit, une ville au centre du Maroc. C'est un honneur de m'adresser à vous dans le cadre de MTL Connect Montréal, où notre pays, le Maroc, est à l'honneur cette année. Tiznit est une ville riche d'histoire, de savoir-faire et de culture, mais aussi tournée vers l'avenir grâce au dynamisme de ses habitants. Pour ne pas trop abuser de votre temps, je souhaiterais vous parler brièvement, très brièvement, de deux projets structurants que nous avons lancés à Tiznit. Le premier est un tiers-lieu que nous aménageons dans une ancienne halle du souk du marché hebdomadaire de la ville. Cet espace collaboratif accueillera les acteurs de la création artistique et culturelle et du numérique pour en faire un cadre communautaire d'échange et de convivialité. Le deuxième projet est le Technoparc de Tiznit. Bien plus qu'un bâtiment, il sera un vecteur d'innovation territoriale. Nous voulons faire un hub d'entrepreneuriat durable et de collaboration internationale. Des entreprises technologiques, des incubateurs et des laboratoires d'expérimentation y cohabiteront afin de favoriser les synergies entre talents locaux et partenaires mondiaux. J'invite donc start-up et investisseurs à considérer Tiznit comme un territoire d'opportunités ouvert à l'expérimentation et à la co-création. Parallèlement à votre événement MTL Connect, et c'est un heureux concours de circonstances, nous organisons en ce moment, en ces jours-ci, la 16e édition de notre forum des acteurs locaux. Pendant ces jours-là, nous diffusons en live plusieurs de vos sessions à nos étudiants, à nos entrepreneurs, à nos acteurs de la société civile. C'est notre manière à nous de bâtir des passerelles entre Montréal et Tiznit, entre le Québec et le Maroc, entre l'innovation locale et l'ambition mondiale. Mesdames et messieurs, ensemble, nous pouvons tisser des liens durables entre nos écosystèmes d'innovation. Je vous remercie pour votre attention et au plaisir de vous accueillir bientôt à Tiznit.
Merci beaucoup, Monsieur Razi. Alors, on va tout de suite passer au prochain intervenant. Il est le secrétaire général de l'APB, Monsieur Mohsin Benachir. Merci. C'est un honneur d'être ici et un honneur que le Maroc soit le pays de l'honneur, à l'honneur. Je suis effectivement le secrétaire général de l'APB. Vous posez peut-être la question, qu'est-ce que c'est que l'APB? L'APB, c'est la Fédération des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring. C'est la fédération qui organise et qui fédère l'ensemble des acteurs du numérique au Maroc, partant des télécoms, de l'offshoring, des PME Tech, ce qu'on appelle aujourd'hui les PME Tech, et bien entendu les startups. L'APB existe depuis plus de 35 ans. On a commencé par une association, d'où l'APB, qui était association professionnelle de l'électronique et de la bureautique. Donc aujourd'hui, on est passé par le numérique, le digital, et aujourd'hui, on est sur l'IA. Ça m'appelle toujours l'arrivée, pour ceux qui sont un peu préhistoriques comme moi, de se rappeler de l'arrivée de la calculatrice, tableur. Et aujourd'hui, c'est l'IA. C'est à peu près les mêmes évolutions et les mêmes révolutions qu'on a connues. Donc l'APB, c'est la fédération qui contribue aujourd'hui à l'émergence du secteur et au développement du secteur des technologies de l'information au Maroc. Notre rôle est bien entendu de servir nos membres, de les accompagner dans leur développement, de répondre à leurs attentes, mais aussi de lobbyer et de contribuer à la stratégie numérique au niveau national. Nous sommes parmi ceux qui ont fortement contribué à la stratégie 2030, dont vous avez peut-être tous entendu parler. C'est la stratégie qui trace l'évolution et les objectifs du développement et du numérique au niveau national, qui se décline sur le développement des services IT, aussi bien au niveau des citoyens pour le gouvernement, mais aussi au niveau des PME-PMI, que celui de l'attractivité du Maroc par rapport au numérique. En d'autres termes, faire du Maroc un acteur essentiel dans l'échiquier aujourd'hui des technologies de l'information. Donc l'APB, c'est plus de 225 membres, c'est plus de 130 000 collaborateurs à travers nos entreprises. C'est un chiffre d'affaires de plus de 50 milliards de dirhams aujourd'hui. Nous ambitionnons, dans le cadre du plan Maroc 2030, de doubler ce chiffre et d'être plutôt dans les 100 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. Notre volonté et notre ambition, c'est effectivement de pouvoir accueillir, je vois que je suis très bavard, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais bon, beaucoup a été dit avant moi et c'est très bien. Ce que je veux dire, c'est soyez la bienvenue au Maroc, venez nous voir, on vous aidera à pouvoir découvrir, vous installer, vous accompagner. Et aussi, un événement très important qui a lieu maintenant, qui est devenu un rendez-vous internationalement connu, qui est le GITEX, qui se passe à Marrakech chaque année. Cette année, ça sera au mois d'avril, qui regroupe l'ensemble des acteurs de l'IT au niveau international. Et notamment, on retrouve tous les acteurs de l'IT au niveau africain. Merci. Merci, M. Benachir. Alors, on va continuer avec notre prochaine intervenante. Elle est chef de poste, directrice du Bureau du Québec à Rabat. On accueille Mme Myriam Paquette-Côté. Oh! Wouh! Merci pour l'accueil. Écoutez, comme mon collègue, M. Benachir, habituellement, je suis aussi assez bavarde, donc j'ai un texte. Je vais essayer de m'y tenir puisqu'on m'a donné 2 minutes. Cher Mehdi, merci. Merci pour tout. Chers partenaires, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, je vous salue chaleureusement. C'est un très grand plaisir d'être à vos côtés pour inaugurer cette nouvelle édition de Montréal Connect. J'aimerais d'abord souhaiter la plus cordiale des bienvenues à toutes les délégations internationales présentes. Et à titre de chef de poste et directrice du Bureau du Québec à Rabat, je salue spécialement les représentantes et représentants qui nous visitent du Maghreb. Le Royaume du Maroc est consacré invité d'honneur de cette 7e édition de Montréal Connect. Vous comprendrez que je m'en réjouis tout spécialement. Je félicite l'équipe du Printemps numérique d'avoir pris une telle initiative, car je peux témoigner que la transformation digitale, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les villes intelligentes, bref, tout le secteur du numérique est en pleine effervescence au Maroc.
Nous y avons établi des liens solides avec les principaux acteurs marocains du secteur public et privé. Et la mission du Bureau du Québec à Rabat étant, entre autres, de rapprocher cet écosystème de nos entreprises et organismes québécois dans une perspective de développement mutuel. Nous sommes d'ailleurs heureux de pouvoir compter cette semaine sur la participation de nombreux entrepreneurs marocains, l'occasion toute indiquée de les connaître davantage et d'encourager les collaborations. Sachez que le Bureau du Québec à Rabat, de même qu'Investissement Québec International, et je salue mon collègue Silvio ici, qui est responsable du secteur technologique à Investissement Québec International. Bref, le Bureau de Rabat et de même qu'Investissement Québec International, nous sommes là pour vous appuyer à développer de nouvelles initiatives qui rapprochent ces deux écosystèmes. Enfin, je salue les milliers de participants de la francophonie qui sont ici avec nous en ligne et qui pourront profiter de la programmation diffusée toute la semaine grâce au programme Explore Montréal Connect en faveur d'un numérique inclusif. Permettez-moi, au nom du ministère des Relations internationales et de la francophonie, de féliciter et de remercier à nouveau chaleureusement nos partenaires de Printemps numérique, un acteur très engagé dans la promotion de la francophonie économique. J'en profite pour féliciter le directeur général et cofondateur du Printemps numérique, Mendy Benboubaker, et son équipe dynamique pour ce 10e anniversaire célébré cette année. Sur ce, je vous souhaite de belles découvertes ainsi que de multiples et fructueuses interactions entre les acteurs numériques du Québec et des délégations internationales présentes avec nous cette semaine, et je vous en remercie. Alors, merci, Mme Paquette-Côté. Sans plus tarder, nous allons enchaîner avec l'élu de la Ville de Montréal, Mme Magda Popianou. À vous. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bon. On prend les notes. Permettez-moi tout d'abord de saluer très respectueusement M. Mendy Benboubaker, cofondateur et directeur général du Printemps numérique. Collaborateur de longue date de la Ville de Montréal, on a honoré, j'étais présente il y a quelques années. Merci beaucoup, M. Benboubaker, pour toute la contribution que vous apportez à la Ville de Montréal pour l'embellir, pour la rendre plus belle et plus intelligente. Je salue aussi les membres des délégations internationales et bien sûr le pays à l'honneur, le Maroc, et aussi les autres pays, dont la Tunisie, que j'affectionne particulièrement, parce que je suis mariée en Tunisien, donc la moitié de mon âme est à Tunis. Et bien sûr, tous les partenaires institutionnels et économiques. Mesdames et messieurs, donc, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de Montréal Connect. Ce rendez-vous est un moment privilégié pour faire rayonner Montréal, et on vous remercie. Je suis vraiment heureuse d'être parmi vous pour discuter de l'avenir du travail avec l'intelligence artificielle et ses répercussions économiques, sociales et technologiques. On en est très préoccupé en réalité à la Ville. On souhaite faire tout, répondre aux besoins des citoyens, améliorer la performance organisationnelle de la Ville et en même temps être équitable et ne laisser personne en arrière. Donc, votre présence à Montréal et à cet événement est une belle occasion de renforcer les liens de Montréal avec vos pays, dans un contexte où c'est plus important que jamais de développer de nouvelles relations économiques et technologiques. Vous pouvez et vous devrez voir concrètement de nouvelles opportunités à Montréal. Tout d'ailleurs, comme le Printemps numérique, la Ville de Montréal est une alliée du progrès numérique. Pour notre administration, ce progrès numérique est principalement un levier pour assurer, comme je le disais, la performance de la ville, stimuler la créativité, l'innovation, tout ça dans un climat d'équité et de prospérité. Je peux affirmer que l'intelligence artificielle est au cœur des transformations qu'on souhaite et qu'on a apportées d'ailleurs les dernières années. Mais cette démarche tient compte de nos capacités organisationnelles,
des ressources humaines, matérielles et financières de la ville, ainsi que des enjeux liés à la gestion du changement. Ce n'est pas une mince affaire, l'intelligence artificielle dans une grande organisation comme la Ville de Montréal, 28 000 employés, 11 syndicats, des groupes professionnels, et toujours répondre aux besoins des citoyens. Mais Montréal Connect nous aide. C'est une plateforme précieuse pour échanger des savoirs, des pratiques et bien sûr des visions qui nous rassemblent. Donc, je vous souhaite des discussions enrichissantes, des collaborations qui vont se tisser. Merci pour votre attention et bonne semaine numérique à Montréal. Profitez-en. Alors, merci beaucoup, Madame Popianou, et merci au soutien de la Ville de Montréal. On va passer au prochain intervenant. Il est sous-ministre adjoint à la sécurité de l'information gouvernementale et à la cybersécurité, chef gouvernemental de la sécurité de l'information du gouvernement du Québec. On accueille M. Yvan Fournier. Merci. Alors, bonjour à tous. Alors, je suis très honoré de représenter le ministère de la cybersécurité et du numérique aujourd'hui. Alors, félicitations pour l'organisation, c'est très intéressant. Alors, mes communications avaient fait un discours pour à peu près 35 minutes. Alors, j'ai pris quelques notes pour rentrer dans mon 3 minutes. Alors, j'aimerais vous parler de la cybersécurité dans un angle où irions-nous en transfo numérique si la cybersécurité n'était pas là pour vous accompagner, sécuriser pour le futur. Alors, 2-3 éléments que je voulais vous partager aujourd'hui, dont le PL 82. Alors, c'est un projet de loi qui va, dans les prochaines heures, devrait être approuvé. Alors, c'est la première fois qu'une loi nous emmène dans la société civile. Donc, je commence à avoir, comme chef gouvernemental, des droits, des responsabilités face à la société civile. Et ça, c'est un grand pas pour nous. De plus, je ne sais pas si vous avez lu, mais on va commencer à faire les fondations pour tout ce qui est l'identification numérique du citoyen au Québec. Alors, c'est un grand pas pour le gouvernement. Évidemment, on va y aller avec prudence parce que les citoyens doivent adopter notre façon de faire, notre vision, mais notre ministre est très, très, très ouvert et veut je dirais, travailler avec le citoyen pour avoir un élément important. Quelques bons coups du MCN. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le groupe FIRST, alors, ce sont des gens qui sont en Europe et qui sont... Pratiquement tous les pays de la planète sont membres pour être en mesure de bien défendre et répondre à des incidents. Alors, le Québec est le premier, je dirais, province, sans être un pays, à être membre du FIRST mondial. Donc, on a accès à ça. Le Canada en a un et le Canada nous a supporté pour que le Québec en ait un. Donc, on est membre du FIRST, alors c'est très intéressant. Ce qui nous amène à avoir, et je suis très content d'être ici aujourd'hui, des ouvertures de partenariat avec l'extérieur du Québec. On a signé, entre autres, une entente. On était les premiers, le Québec, à avoir une entente avec le fédéral. Donc, le fédéral pouvait nous parler, nous amener des informations que les autres provinces n'avaient pas. On est allé plus loin. Donc, on est arrivé avec une initiative, le Québec, à signer cette entente-là avec chacune des provinces du Canada. Donc, on peut avoir des échanges phénoménaux. Et on a de l'ambition. On souhaite devenir un hub international francophone en cybersécurité. Alors, on a signé une entente avec la Belgique. Donc, je salue mes amis wallonnais qui sont ici aujourd'hui. Donc, on a une entente avec eux et on va signer avec d'autres pays francophones pour être en mesure d'avoir ces échanges stratégiques, technologiques en cybersécurité qui va nous permettre d'être meilleurs et de réagir plus rapidement. Donc, ça, c'est un élément très important. Juste vous mentionner, on parlait beaucoup de l'IA. Juste mentionner qu'en 2021, on avait développé au MCN une stratégie sur comment sécuriser l'IA. Je dois vous avouer qu'en 2021 et 2025, ça a changé beaucoup. On est ailleurs complètement avec la vision qu'on pouvait avoir il y a 5-6 ans. Alors, on est en train de mettre ça à jour et tout ça, ça va bien aller. En conclusion, juste vous confirmer notre engagement au MCN à continuer des partenariats avec vous, le Maroc, avec tous les pays francophones, pour qu'on puisse ensemble développer une façon de faire, de réagir et d'échanger des éléments pour mieux sécuriser toute initiative de transfo numérique. Alors, je vous remercie beaucoup de votre temps. J'étais très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Merci.
Alors, merci beaucoup, M. Fournier. Alors, Montréal, nous sommes prêts à passer à notre première grande conférence de la journée. Déjà, je vais juste m'assurer, est-ce qu'on est toujours ici dans la satosphère? Vous êtes là? OK. Je pense que le café commence à rentrer un peu plus. Il y a des réponses aux questions. On aime ça. Mais aussi, on l'a mentionné un peu plus tôt dans les allocutions, on parle aujourd'hui, en ce moment, il y a 12 000 internautes qui nous regardent partout à travers la francophonie mondiale. Déjà, c'est incroyable, c'est un grand chiffre, 12 000 personnes en live en ce moment. Donc, on est... Oui, c'est ça, ça mérite un applaudissement. Et bonjour, allô à tous dans différents time zones. On parle de... Il y a 5 000 étudiants et jeunes qui sont avec nous à travers le programme Explore Montréal présenté par le Printemps numérique. Donc, déjà, ça, c'est beaucoup de jeunes qui sont là à découvrir du contenu de qualité. Merci d'être ici. Bonjour les jeunes. Nous avons des gens qui sont à Tiznit, au Maroc, dans d'autres pays comme le Sénégal, dans la francophonie africaine et aussi partout à travers le monde. Alors, on vous salue tous ici de la satosphère à Montréal. Merci d'être ici en live et en live, mais virtuel. Alors, merci d'être ici. Sans plus tarder, on va passer à notre première grande conférence, mais une dernière note aussi. N'oubliez pas d'aller découvrir notre salon de l'innovation au 2e étage. Il y a une autre scène, il y a des ateliers, il y a des intervenants et même si vous voulez découvrir et parler aux représentants de notre délégation marocaine, il y a un kiosque de l'APB que vous pouvez aller découvrir et discuter avec leurs membres parce qu'évidemment, MTL Connect, c'est pour faire des échanges et pour bâtir, grandir et évidemment apprendre et débattre de sujets d'actualité. Parlant de sujets d'actualité, on va parler justement du panorama des révolutions numériques. On parle d'intelligence artificielle, des transitions globales et du futur du travail. Alors, sans plus tarder, elle est venue de très loin pour nous parler. On parle directement du Maroc. Elle est professeure de l'UM6P. Accueillons chaleureusement Mme Lamia Azizi. Ah. Merci. Je pense que ça marche en fait, non? Ça marche? Ouais. Je tenais juste à être avec Lamia. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on peut voir... Ce micro-là, oui. C'est pas dans le scénario, c'est pas dans le Q2Q. Mon équipe va me tuer, donc voilà. Vous le savez. Mais je tenais juste à être présent avec Lamia juste pour l'introduire. J'ai eu le grand plaisir de la rencontrer donc, durant le GITEX à Marrakech et c'était un coup de foudre. Ma conjointe et son conjoint c'est correct, ça reste intellectuel. Donc je vous laisse avec une personne avec un grand cœur, un grand savoir et c'était important pour nous de démarrer cette semaine avec une dame, avec une femme, parce qu'on a besoin de femmes qui s'intéressent à la technologie dans nos écosystèmes. Dans nos écosystèmes, on est entre 10 et 20% de présence de femmes en technologie, plus vers le 10 quand il s'agit de deep tech en ban chinois. Donc on est très très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Voilà, merci. Merci Mehdi. Je ne m'attendais pas à cet honneur, mais je suis triplement honorée d'être là aujourd'hui et de faire cette ouverture pour différentes raisons. MTL Connect cette année met le Maroc à l'honneur. Et en fait, moi, il y a 2 ans, le Maroc, il ne savait même pas que j'existais. Hein. Moins de 2 ans. Hein. Je fais partie de la diaspora, de ces Marocains qui ont une double nationalité triple. Moi, dans mon cas, c'est plus que triple. Donc voilà, il ne faut pas le dire à l'immigration, parce que sinon, je risque d'avoir des problèmes. Mais je suis très honorée d'être là, de faire l'ouverture. Merci Mehdi, merci l'équipe du Printemps numérique. Merci à tout le monde qui est là à cette ouverture. Et je suis aussi très honorée d'être là parce que ça fait 1 an et quelques que je co-préside le groupe de travail sur l'IA de l'U7 Plus Alliance, qui est une alliance de toutes les grandes universités du monde, notamment les universités canadiennes. Et je co-préside ce groupe avec l'Université de Montréal pour mettre en place et faire des recommandations aux chefs d'État et aux responsables pour une IA inclusive et globale. On ne veut pas être les petits étudiants qui regardent les Américains ou les Chinois en train de partir en avance dans cette innovation de l'IA et nous laisser derrière être les utilisateurs. On veut vraiment faire partie de cette vague, en fait,
fait de l'intelligence artificielle, non simplement parce que c'est une technologie, mais c'est une technologie qui va transformer, qui est en train de transformer, de façonner notre façon de vivre, de travailler et tout ce qu'on fait en fait d'une manière incroyable. Même si je vais vous montrer qu'en fait on pouvait quand même s'y attendre à ce genre de évolution, moi je l'appelle pas révolution parce qu'on va on va partir sur un petit panorama qui va montrer que ce n'est pas une révolution, c'est une évolution normale et nécessaire qui allait se produire d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Donc en pensant à ce que je peux vous raconter, j'aurais pu venir là vous raconter tous les excellentes recherches ou développements de produits et systèmes et services qu'on fait au Maroc, qu'on fait à l'UM6P, l'Université Mohamed VI Polytechnique. Bien sûr, vous avez vu des représentants de la délégation marocaine qui vous ont montré aussi que le Maroc, comme l'Afrique, est engagée vraiment dans cette... c'est pas une guerre, mais c'est une course, en fait, dans la transformation digitale et l'utilisation et le développement des systèmes basés sur l'intelligence artificielle et les technologies émergentes. Mais j'ai réfléchi un petit peu et, en fait, avec l'équipe du Printemps numérique, je pensais qu'il fallait donner à cette intelligence artificielle un âme peut-être, ou une façon de la voir, pas comme une technologie qui fait peur aux gens, pas comme une technologie qui va prendre nos jobs. Certes, il y a des jobs qui vont disparaître, mais au final, on est des humains et on a connu des époques où plusieurs jobs ont disparu, d'autres qui ont réapparu, etc. Mais je veux vraiment qu'on la regarde comme un partenaire qui va nous permettre d'aller de l'avant, qui va nous permettre à tous, qu'on vient du Nord, qu'on vient du Sud, qu'on vient de milieux défavorables, c'est une opportunité qui nous permet de changer notre vie, qui nous permet de construire nos propres solutions qui sont propres à nos défis économiques, nos défis sociaux, nos défis de la société. Et je pense que c'est là où je vais faire cette présentation. Je vais partir plutôt sur très général. Je vais vous raconter des histoires. J'aime bien raconter des histoires parce qu'en général, je suis une professeure de l'intelligence artificielle, je suis une mathématicienne à la base et on m'a toujours dit que j'étais pas très fan. Donc j'essaie de raconter des histoires pour changer cette vision de la professeure de mathématiques qui n'est pas très fan et qui est très rigide. Mais même avec ça, je vais quand même revenir en arrière parce que je suis prof. Les fondamentaux, ils sont très importants. Je vois des jeunes dans la salle, peut-être qu'ils sont étudiants, peut-être qu'ils se disent « Ah, encore une prof qui va nous raconter des histoires ». Excusez-moi, soyez généreux. On va passer à d'autres choses plus fun un petit peu plus tard. Donc qu'est-ce que c'est la révolution ? Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution numérique ou plutôt une évolution ? Pour comprendre cela, on peut revenir en arrière. Maintenant, la transformation digitale, la transformation numérique, c'est un terme qui est très à la mode. On l'entend partout. Avant, c'était dans les salles de la C-suite, dans les stakeholders, les investisseurs qui parlaient de la transformation digitale, la transformation numérique, il faut une stratégie, blablabla. Mais en fait, maintenant, c'est le mot le plus sexy qu'on entend. Quand on revient en arrière et on regarde ça, on se rend compte qu'en fait, la transformation numérique, elle date pas d'hier. Elle date pas de 2022 quand ChatGPT est venu sur le marché. Elle date de bien plus longtemps, des années 50. Peut-être la plupart d'entre nous, on n'était même pas là, en fait. Et du coup, quand on pense à ce que c'est la transformation numérique qui consiste à utiliser des solutions numériques dans les processus des entreprises ou des organisations ou des agences gouvernementales afin de changer les process avec lesquels on opère, afin de moderniser les infrastructures de l'entreprise, afin d'améliorer les modèles d'affaires ou d'en créer tout des nouveaux, elle date depuis 1950 et elle a connu 5 ères distinctes. La première ère, c'est l'ère pré-Internet. Elle date de 1950, elle a commencé en 1950-1989. C'est là où les premières briques fondamentales de la transformation numérique, telle qu'on la connaît aujourd'hui, ont été mises en place. La mise en place des microprocesseurs et semi-conducteurs qui ont obligé ou qui ont aidé les entreprises, les organisations, la société à transformer les process obsolètes en données numériques, en utilisant le numérique. Par la suite, l'humanité a connu l'ère post-Internet. Ça, c'est un truc qu'on connaît un petit peu plus. Bon, on était peut-être né un petit peu plus avant, mais voilà, ça, c'est l'ère post-Internet. L'ère post-Internet a créé un changement dans les process et les opérations commerciales. Pas que ça. Dans la société, on a connu l'explosion d'ordinateurs personnels. Donc, d'un coup, on est passé d'un monde où on est cloisonné à un monde global, où chacun d'entre nous avait un accès au World Wide Web dans leur salon. Donc,
On a connu toute une nouvelle ère où on était seul et on est devenu connecté au monde. L'accès à l'information, connexion, le partage de la connexion, le partage des connaissances et le partage des données publiques via Internet qui a obligé les entreprises, les organisations et la société à repenser leur modèle de fonctionnement. Nouveaux modèles, nouvelles façons de gérer les entreprises, nouveaux marchés et nouvelles façons de changer le monde du business. Et bien sûr, vous pouvez voir la chronologie, l'Internet en 90, Google 98, Facebook, etc. Après, on a eu l'ère mobile. Et je veux bien que vous regardiez les dates que je vous mette là-bas, parce que c'est ça la clé de cette transformation numérique, et c'est la clé de est-ce qu'on vit dans une révolution numérique ou plutôt une évolution numérique. Donc après, on est passé, à partir de 2007, à l'ère de mobile. La révolution mobile, c'est l'introduction de l'iPhone. Là, on a commencé à transitionner. À peine les entreprises et la société ont commencé à être confortables avec Internet et tous les nouveaux modèles et la façon de réagir, de vivre et de travailler, qu'on a déjà l'ère du mobile. L'introduction de l'iPhone, le passage au mobile a obligé les entreprises, la société à tout rechanger, à tout repenser, parce que maintenant on est passé à une ère de mobile où la connexion, les interactions, l'interaction client-entreprise, elles étaient complètement différentes. Et notamment, c'est dans ces dates-là où Mark Anderson, il a eu son bouquin « Why Softwares Will Be Eating the World ». Et l'idée, c'était que les acteurs qui allaient être axés sur l'utilisation des logiciels et des softwares dans leurs organisations et dans leur façon de faire, ils allaient être favorables. Donc, on le voit, et c'est exactement en 2013 que la création du terme transformation numérique a été mis en place. Donc, ce changement de cycle pour rester compétitif dans le milieu du travail avait un terme, et le terme, il s'appelait transformation numérique. Après, il y a eu l'ère post-pandémique. Je ne m'attarde pas là-dessus parce que c'est un souvenir douloureux pour tout le monde. Le Covid, en 2020, a obligé toutes les entreprises, toutes les organisations, les agences gouvernementales de repenser leur façon d'interagir avec la société et avec les clients pour les entreprises. Donc, on s'est mis dans une situation où il fallait inventer des process, inventer des façons de faire où on peut servir le client, le citoyen, à distance et sans interaction. Donc ça a complètement changé tout le paradigme dans lequel on vit. Et après, très vite après l'ère post-pandémique, on a eu l'ère de l'IA générative. Et alors là, l'ère de l'IA générative, on a l'impression que ça y est, le monde il a complètement changé, on rentre dans une nouvelle ère qui est complètement différente des autres. Et l'IA générative, c'est la black box qui fait tout, qui va remplacer l'humain. On a atteint l'intelligence générale artificielle, l'humain il n'a plus de place, la machine elle est plus intelligente que l'humain, etc. Toutes les foutaises que racontent les CEO des grosses tech américaines pour attirer plus d'investisseurs et pour avoir leur place dans la cotation boursière. Parce que moi, j'ai envie de dire à ces CEO, très bien, on a atteint la AGI et l'humain, la machine elle est plus intelligente que l'humain. Pourquoi on a toujours des défis de changement climatique? Pourquoi le cancer, il est toujours là? Pourquoi? Donc, c'est des questions qu'on se pose. L'ère de l'IA générative, c'est ces nouvelles technologies qui sont avancées de l'intelligence artificielle. Et en fait, c'est juste, comme vous le savez, l'intelligence artificielle, c'est rien que de l'apprentissage. C'est des systèmes qui apprennent, qui sont basés sur l'apprentissage automatique. Une grosse quantité de données d'expérience, données sur un phénomène physique, données sur des clients, données sur un sujet en particulier, que la machine, les systèmes informatiques, ils sont capables d'absorber, d'entraîner un modèle ou un algorithme dessus et nous aider à prendre de la décision ou nous rendre des questions sur des réponses précises. Donc cette ère, regardez la date 2028, ChatGPT, qui est bien sûr l'outil de l'IA avec lequel l'IA générative est associée, ce qui est une aberration pour une scientifique et chercheuse comme moi, mais on va faire semblant de dire bon très bien, ChatGPT c'était une belle invention. D'ailleurs, ChatGPT, pour ceux qui ne le savent pas, il est basé sur des systèmes d'apprentissage automatique du modèle de langage large. Et Hello Montréal,
La plupart de ces avancées algorithmiques, elles ont été créées par l'Université de Montréal, par Joshua Bengio, et non pas par Sam Altman ou par Google, etc. Donc toutes ces avancées, tout le système qui est derrière et les avancées algorithmiques, elles ont été les fruits de longues années de recherche qui ont été faites au Canada en particulier. Il y a d'autres recherches, et en particulier à Montréal, à l'Université de Montréal et aussi à l'Université de Toronto par le grand Geoff Hinton. Donc, le ChatGPT, depuis son arrivée sur le marché en 2022, il change la façon avec laquelle on travaille. Maintenant, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, utilise ChatGPT ou DeepSeek ou Mistral ou autre pour faire des résumés, pour aller plus vite, pour faire de la traduction, pour demander de l'information sur des sujets ou autres, et pour faire pas mal de tâches qui restent quand même des tâches répétitives, plus ou moins. Donc c'est une version de Google plus avancée, si j'ose être sarcastique là-dessus. Et depuis, en fait, ChatGPT, on voit tous les mois, pratiquement. Et là, j'ai pas parce que la slide, elle est petite. Je ne vais pas mettre toutes les grandes avancées algorithmiques de modèles et de langage, etc., qui sont derrière, qui sont la base de cette IA générative. Mais vous voyez que du coup, de 2022 jusqu'à aujourd'hui, on a une tonne de techniques et de technologies de l'IA générative qui sortent pratiquement tous les jours, si j'exagère pas. Au final, cette IA générative, c'est simplement un sous-ensemble de l'IA. Ce n'est pas le grand truc de l'IA, c'est la petite famille en fait. La famille de l'IA, elle est beaucoup plus grande. Donc ça agace les chercheurs et scientifiques comme moi d'entendre tous les jours et de voir la tête de Sam Altman partout parler de ChatGPT, de l'IA générative et son pouvoir et tout ce qu'elle peut faire pour nous. L'IA générative, elle est bien. C'est une avancée technologique, c'est une avancée algorithmique assez importante, ça nous permet de faire des choses. Mais quand on met de la propagande médiatique sur l'IA générative, on perd en fait le vrai pouvoir de l'intelligence artificielle. Parce qu'on résume l'intelligence artificielle à un agent conversationnel, à une IA conversationnelle, alors que l'intelligence artificielle est beaucoup plus que ça. Et je vais vous montrer le vrai pouvoir de l'intelligence artificielle. Où est-ce qu'il réside de mon point de vue? Donc, bien sûr, c'est un sous-ensemble de l'IA, c'est des algorithmes ou des modèles qui peuvent créer de nouveaux contenus en se basant sur des structures qu'ils ont appris de données existantes, et ils ont cette capacité de produire des données originales. Donc ChatGPT, c'est juste un chatbot. Vous le savez, depuis qu'on a les banques, depuis qu'on a les services clientèle, on a toujours eu des chatbots. Donc ce n'est pas le chatbot qui est la révolution en lui-même. Le chatbot, c'est juste une interface qui permet à l'utilisateur et à la machine d'interagir les uns avec les autres. Mais ce qui est derrière, c'est ce modèle de langage qui est capable de générer des réponses cohérentes et contextuellement pertinentes. Mais les modèles de langage, ils ont existé depuis toujours, là, dans l'apprentissage automatique. Il y a eu tout un field qui s'appelle le traitement du langage naturel. Donc, il y avait plein de modèles de langage qui ont été introduits, développés, recherchés, implémentés, etc. Mais le seul changement qui s'est passé, c'est que maintenant, on a eu des avancées algorithmiques un petit peu plus poussées qui nous ont permis de faire plus de choses que ce qu'on faisait avant. La quantité de données, on est capable d'aller chercher toutes les données qui existent sur le web et au-delà. Et donc, en fait, toute la connaissance que l'humanité a accrue depuis des décennies. Donc voilà, donc ça se nourrit de nous, en fait, ces machines. Ça se nourrit de notre connaissance. Et en fait, si on creuse un petit peu plus loin, on va voir que même cette architecture qui est derrière ces modèles de langage large, c'est quelque chose qui s'appelle les réseaux de neurones. Et donc les réseaux de neurones, quand on revient en arrière dans l'histoire, on se rend compte que ces réseaux de neurones, si on parle du principe de perpétrant qui est la base de ces réseaux de neurones, il a débuté en 1958. Donc ce n'est pas une révolution numérique, c'est une évolution. Et une évolution qui a pris beaucoup de temps en fait. Donc si je reviens en arrière dans le panorama que je vous ai mis, il nous a fallu 39 ans pour passer de la pré-Internet à la post-Internet. Il nous a fallu 19 ans pour passer de la post-Internet à l'ère mobile. Il nous a fallu 12 ans pour passer de l'ère mobile à de l'ère Internet à l'ère mobile. Et il nous a fallu quelques années pour passer de l'ère mobile à l'ère de l'IA et la post-pandémique, quelques années pour passer à l'IA générative et maintenant quelques mois pour développer des nouvelles technologies. Donc en fait, ce n'est pas une révolution, c'est une évolution.
nous, l'humain, on apprend de nos expériences. On développe des technologies. On arrive à un moment où on a besoin d'une technologie qui est un petit peu plus évoluée parce que celle-là, elle ne sert plus nos besoins. Parce que le mode de fonctionnement de la société, le mode de fonctionnement de l'organisation, le mode de fonctionnement des entreprises, elles ont changé. Et du coup, l'humain, qu'est-ce qu'il essaye de faire? De développer, de pousser le développement des technologies pour résoudre les problèmes et passer au niveau au-dessus. Donc au final, même ces réseaux de neurones, ils sont inspirés par quoi? Par le cerveau humain. Donc même ces algorithmes et ces machines puissants qui semblent nous faire peur en ce moment, c'est des machines et des algorithmes qui essaient d'apprendre de nous, qui essaient de nous imiter en fait dans la façon de faire. Donc au lieu qu'on ait peur de ces algorithmes, au lieu qu'on résiste à cette technologie de l'IA en se disant ben non, il faut qu'on mette en place des réglementations parce qu'il y a des défis éthiques, etc. C'est très bien, il y a des défis éthiques, on en reparlera très vite, mais parce qu'il y aura d'autres panels à MTL Connect qui prendra cette responsabilité d'aller plus en détail de comment on peut avoir des réglementations ou un cadre législatif et éthique sans pour autant stopper l'innovation, parce qu'on a besoin de cette innovation. On ne peut pas attendre que les autres développent des technologies, on veut être des développeurs de technologies parce qu'il y a tellement de choses à faire. Donc en fait, au lieu de faire ça, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'intelligence artificielle, elle a un pouvoir et elle a un champ d'application et de possibilités qui est énorme. Donc ne vous attardez pas trop sur l'IA conversationnelle. Moi, je ne comprends pas le rationnel derrière les quelques décisions de vouloir avoir le plus grand LLM du monde ou d'avoir un LLM qui est spécifique à une nation ou une autre ou avoir des centres de données qui sont implémentés partout. Ça, c'est le passé et le présent. Le futur, il est ailleurs. Le futur, il est dans l'utilisation de l'IA pour marier l'IA avec toutes les technologies émergentes. Essayez d'utiliser l'IA pour développer les nouvelles autres technologies. Les nouvelles autres technologies, vous allez en voir plein cette semaine à MTL Connect avec tous les participants, ceux qui développent des solutions, des start-upers, etc., qui vont vous montrer ce qu'ils font. Mais moi, je vais m'attarder sur quelques exemples. Ce n'est pas une liste exhaustive, c'est une liste qui est en alignement avec ce que vous allez voir et les thématiques clés de MTL Connect cette année. La cybersécurité. La cybersécurité, avec l'avènement de tous ces outils digitaux, avec l'intelligence artificielle et d'autres technologies qu'on met en place, on a un problème de cybersécurité qui est accru. Tous les systèmes de sécurité qu'on utilisait auparavant, c'est du has-been. On ne peut pas continuer à le faire comme on le fait. Donc, le mariage de l'IA et la cybersécurité, c'est là la nouvelle tendance, où c'est là où on peut exploiter les pouvoirs de l'intelligence artificielle pour pouvoir avoir des technologies de sécurité qui sont un petit peu plus évoluées, qui nous aident à protéger nos assets digitaux d'une manière plus responsable et surtout d'en tirer profit de ce que l'intelligence artificielle peut faire. Qu'est-ce que cette intelligence artificielle peut faire quand elle est en fait combinée ou elle est mariée à la cybersécurité? Elle peut permettre de détecter plus rapidement les menaces parce que c'est une machine. Elle fait des calculs plus rapidement, elle connecte les différents types d'informations. L'être humain, on peut le faire, mais ça nous prendra un petit peu plus de temps. Donc il vaut mieux lui déléguer ce type de travail. Elle peut pallier la pénurie des talents qualifiés. S'il y a des jeunes dans cette salle, il y a 4 millions de postes à pourvoir en cybersécurité dans le monde. On ne trouve pas des jeunes talents dans la cybersécurité. Donc l'IA, elle peut pallier à cette pénurie des talents qualifiés en essayant de former les nouvelles générations de la cybersécurité, de upskiller, reskiller les personnes qui ne sont pas experts de l'IA, mais qui sont dans un domaine annexe à la cybersécurité. L'IA, avec la cybersécurité, elle peut automatiser les réponses. Ça veut dire qu'elle peut aller plus vite pour les équipes de SOC qui sont responsables de la sécurité des systèmes d'information des entreprises. L'IA, elle ne dort pas, c'est une machine, donc elle n'est pas fatiguée. L'humain, on est fatigué, hein. Même si on a des shifts la nuit, etc., on est fatigué. Donc on est prône à l'erreur. On peut avoir des risques d'erreur humaine parce qu'on n'a pas bien dormi, parce qu'on a des problèmes personnels, etc. Donc l'IA combinée avec la cybersécurité, elle peut nous permettre de réduire les risques d'erreur humaine. Et finalement, cette IA, et en particulier l'IA générative, elle aide à renforcer les équipes de SOC par
pouvoir générer et simuler des scénarios de cyberattaques qu'on n'a jamais vus auparavant. Parce que pour l'instant, la cybersécurité, les systèmes de sécurité, les systèmes d'information, la sécurité de systèmes d'information, on se base sur ce qui s'est passé avant, l'attaque. On la connaît, l'attaque, donc on est préparé pour l'attaque qu'on connaît. Mais en général, les attaques qu'on a maintenant des cybercriminels qui eux-mêmes utilisent l'IA pour exploiter des espaces et qui puissent avoir des idées un petit peu plus originales à ce qu'ils faisaient auparavant. Donc, il n'y a pas mieux de combattre l'IA qu'avec l'IA. Bien sûr, il y a des menaces. Moi, je ne vais pas m'attarder sur les menaces, mais il y en a. Il y a des menaces parce que plus on introduit des systèmes de l'IA ou des outils de l'IA, plus on introduit des risques qui sont la génération de code malveillant par un cybercriminel qui arrive à détecter l'utilisation des systèmes de l'IA pour la cybersécurité. On a plus d'attaques d'ingénierie sociale plus sophistiquées. On peut avoir des problèmes d'empoisonnement de données qui est fait par les cybercriminels et l'injection de prompts, en particulier pour ceux qui s'amusent à utiliser ChatGPT, DeepSeek ou autre tout le temps et lui donnent tout ce qu'il faut lui donner. Merci. Sam Altman, il vous dit merci. Donc la cybersécurité et l'IA, c'est le premier mariage. Le deuxième mariage réussi et qui pourra complètement changer la donne, c'est le mariage de l'IA et l'IoT. L'IoT, c'est pas nouveau. On a eu des capteurs auparavant, on avait des drones, on avait des UAV qui collectent des informations, des caméras, etc. Mais ces systèmes de l'IoT ou ces technologies de l'IoT, ils ont tendance à collecter une quantité astronomique de données. Et l'IA, on le sait. Elle est très bien pour faire cela. Elle adore fusionner des données de différentes sources, elle adore traiter de données de différentes sources, elle adore le faire. Donc la combinaison de l'IA et l'IoT, c'est la nouvelle technologie que vous entendrez les gens dire et IoT. Ça veut dire qu'en fait, c'est une technologie où le mariage s'est fait et s'est fusionné d'une manière très, pour l'instant, bien. On verra s'ils vont divorcer dans le futur. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle nous permet, cette IA avec l'IoT? Elle nous permet d'aller plus vite sur les perspectives prédictives. Elle nous permet d'aller sur des optimisations et des scénarios d'optimisation qui sont plus importants, des détections d'anomalies dans l'industrie. Imaginez quand vous êtes dans la maintenance, par exemple, et vous avez des capteurs un petit peu partout. En général, on faisait ce qu'on appelait la maintenance préventive. Ça veut dire qu'en fait, on regarde les capteurs à intervalles réguliers, on teste si tout va bien, on a les signaux, etc. Mais là, on passe à un niveau au-dessus. On passe à ce qu'on appelle la maintenance proactive ou préventive, le terme le plus utilisé dans l'entreprise, mais proactive dans le sens où l'IA, elle permet d'anticiper la détection. Elle détecte l'anomalie, elle anticipe la faille et elle nous permet de générer des plans d'action. Ça, ce n'est pas juste dans la maintenance prédictive dans l'industrie. On peut regarder ça dans les bâtiments, tout ce qui est les installations urbaines où on peut avoir des problèmes de fuite d'eau, etc. Donc, dans les localités, l'IA, elle permet de prendre et tirer profit des technologies de l'IoT. Et bien sûr, l'allocation des ressources, en particulier quand on parle d'énergie, on sait que maintenant, c'est un sujet qui est un des sujets primordiaux dans le monde entier. Optimisation d'allocation des ressources en termes d'énergie dans les entreprises, les organisations ou autres, avec des capteurs, des drones ou autres, on peut avoir des informations qui nous permettent par la suite d'avoir des plans d'optimisation qui sont bien mis en place. La nouvelle frontière, on entend parler de l'IA, mais je pense que si vous m'invitez, Mehdi, l'année prochaine ou dans 2 ans, peut-être qu'on parlera du quantique maintenant. On dira, bon, l'IA, c'était du passé. Vous voyez la chronologie que je vous ai mis? Il a fallu des années pour passer à l'IA et à l'IA générative. Peut-être qu'avec l'accélération de la recherche et des technologies qu'on met en place, peut-être qu'on va aller au quantique très vite. J'entends les gens dire c'est de la science-fiction. Moi, je ne pense pas que c'est de la science-fiction parce que pour l'instant, on voit déjà des algorithmes qui sont un petit peu, qui imitent l'informatique quantique ou le caractère de l'informatique quantique. Et donc, le mariage de l'IA avec le quantique, qu'on appelle pour l'instant IA quantique, ça prend ou ça tire profit des 2 technologies, donc la performance des algorithmes et l'accélération des calculs par l'informatique quantique. Et alors là, cette technologie, elle est la solution pour beaucoup de notre problème en médecine en particulier. La mise en place de médicaments, ça prend des années. Avec l'IA et l'IA génératif, on arrive à accélérer un petit peu, mais on n'arrive pas à accélérer comme on veut.
On veut aller plus vite dans la médecine. On veut comprendre les interactions moléculaires. On veut mettre en place des médicaments très vite. On n'arrive pas. C'est des problèmes qui sont très complexes en termes de modélisation. Même si on a une quantité de données énorme, les interactions et tous les trucs en 3D, ça devient très complexe pour les modèles qu'on a en ce moment, et même pour l'IA et l'IA générative. Bien sûr, pour les financiers, les stratégies financières, le marché, l'interaction du marché avec la météo, avec la géopolitique, etc., l'IA quantique permettra de faire des miracles là-dessus. Et la cryptographie et la cybersécurité, bien sûr. La robotique est un domaine maintenant... c'est une autre technologie. On a l'impression que la robotique et l'IA, ils sont séparés, mais le mariage entre les deux se fait d'une manière très harmonieuse. Et on le voit, on voit les débuts de ces résultats, notamment dans les secteurs comme l'agriculture, le diagnostic médical ou la logistique. Dans l'agriculture, on peut avoir des robots qui sont pilotés par l'IA, qui permettent de surveiller les cultures, qui permet de voir un petit peu ce qui se passe, qui peut fusionner toutes les informations de données météorologiques et qui permet aux agriculteurs de comprendre un petit peu plus et d'anticiper leur production et leur façon de faire. Tout ça, c'était la technologie. Et les technologies émergentes. Mais les technologies, elles ont quand même un impact sur la société. Et leur utilisation, ils ont un impact sur la société. Donc l'IA, depuis son arrivée, on essaye de se dire, bon, alors, comment ça va affecter les sujets de société les plus importants. Les sujets de société les plus importants, c'est toujours l'éducation. Bon, la santé, on en a parlé. Et tout ce qui est l'administration publique, les collectivités territoriales, l'art, parce qu'on est à MTL Connect, il y aura une partie réservée à l'art. Donc, bien sûr, il ne faut pas oublier nos amis artistes dans la salle. Donc, dans l'éducation... moi, mes collègues professeurs, ils me disent « Mais t'as pas peur que l'IA te remplace ?» Je dis ben, « De toute façon, moi, je suis vieille et je suis fatiguée, donc si l'IA arrive à me remplacer, il n'y a aucun problème. » Mais pour être plus sérieuse sur le sujet, moi, je pense que c'est le contraire, en fait. Dans l'éducation, l'IA va nous permettre un petit peu de pousser au-delà des systèmes éducatifs et des modèles qu'on résiste depuis des années à ne pas les changer, parce que ça demande beaucoup de ressources, ça demande beaucoup de changements, et on n'est pas prêt à ce changement. Ça fait des années qu'on le fait comme ça, pourquoi le changer maintenant? Moi, je pense que l'IA, dans l'éducation, elle va permettre aux étudiants et aux différents acteurs de la société, on n'apprend pas tous de la même manière. On a besoin plutôt des parcours personnalisés qui prennent en compte la façon d'apprentissage, etc. Et je pense que l'IA va nous permettre de faire ça, d'autant plus qu'elle va pouvoir réduire les charges administratives pour que les professeurs se concentrent un petit peu plus sur l'accompagnement personnel des étudiants. Bien sûr, l'enseignement amélioré, etc. Et j'ai mon collègue Jalal Sharaf qui peut vous raconter plein de choses sur ça, l'utilisation de l'IA dans l'éducation. L'art, alors depuis quelques mois ou quelques années, on a des débats sur la propriété, le droit de l'auteur, parce que maintenant l'IA, c'est le partenaire artistique de beaucoup d'artistes et elle offre une palette de possibilités créatives. De l'impressionnisme, du réalisme photographique, du surréalisme, de l'art abstrait, etc. Bien sûr, il y a des débats sur les droits d'auteur, il y a des défis à savoir est-ce qu'une œuvre qui a été faite par l'IA est une œuvre qu'on peut considérer artistique ou pas, mais en même temps, si on regarde les compagnies publicitaires, si on regarde pas mal d'œuvres artistiques, on trouve que 70% de ces œuvres ou de ces résultats artistiques viennent de l'IA. Donc, bien sûr, elle révolutionne tous les domaines créatifs, du design graphique à la publicité, à l'illustration, à la conception de jeux vidéo. La partie la plus importante de cette IA qui, moi, me tient à cœur, c'est l'administration publique. Moi, je dis toujours que si on n'a pas une bonne administration publique, le pays ne fonctionne pas. On peut avoir des entreprises qui sont excellentes, on peut avoir un système éducatif qui est excellent, mais l'administration publique, c'est vraiment le cœur de la société. Ça sert le citoyen. Si le citoyen, il n'est pas servi d'une manière optimale, il ne peut pas produire non plus. Parce que s'il doit aller faire ses papiers de je ne sais pas quoi, en attendant, il ne peut pas aller à son travail. Donc, du coup, c'est problématique. L'IA, elle est vue comme étant intrusive, en fait, dans les collectivités territoriales. Moi, je pense que c'est le contraire, en fait.
Vous savez, si on a des gens de l'administration publique, il y a plein de données que vous ne profitez pas de cette information. Tout qui reste dans, vous avez des planeurs, vous avez des archives, vous avez des calls de citoyens, vous avez tout en fait. Et tout ça, on l'appelle le territoire silencieux. Vous avez beaucoup d'informations, mais vous ne savez pas en profiter et vous ne l'utilisez pas au service du citoyen. Donc une IA qui est dans les collectivités territoriales ou utilisée dans l'administration publique, c'est une révolution silencieuse. Les collectivités territoriales qui vont adopter l'intelligence artificielle, ce ne sont pas les plus technologiques, ce sont les plus humaines, parce qu'elles vont mettre l'humain au cœur de la collectivité territoriale. Une IA dans l'administration publique, elle ne dort pas, elle sera le client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une IA qui est dans l'administration publique, elle est active, elle anticipe le besoin du citoyen. Une IA dans les collectivités territoriales voit les circulations, les incidents, elle fusionne toute l'information, elle permet aux décideurs de décider d'une manière optimale. Elle ne prend pas la décision, l'IA. Elle est claire. Elle donne le pouvoir à nos décideurs, à nos politiciens, d'avoir une vision 360 degrés sur le territoire et d'agir en conséquent dans le bien des citoyens. Tout ça pour dire qu'au final, les défis de l'IA, l'éthique, la non-transparence des algorithmes, la protection des données, etc., tout ça, c'est des problèmes qui sont des vrais problèmes pour l'utilisation de l'IA et pour le développement des systèmes de l'IA. Mais le plus grand problème dans tout ça, ce n'est pas la technologie. C'est qui le plus grand problème dans tout ça? C'est l'humain. On ne peut pas demander à une IA d'être éthique quand la société elle-même, elle n'est pas éthique. On ne peut pas demander à l'IA de ne pas être discriminative quand les données qu'on met dans les algorithmes de l'IA, ils reflètent une discrimination de la société, de l'humain. Nous. Donc c'est bien qu'on réfléchisse sur un cadre réglementaire, c'est bien qu'on réfléchisse sur comment avoir une IA éthique et responsable. Mais avant de réfléchir à ça, il faut revenir à la source des problèmes. Moi et vous, l'humain. Et au lieu de se prendre la tête à avoir des cadres réglementaires, etc., c'est bien de les avoir, il faut qu'on l'ait, il faut aussi qu'on éduque l'humain. L'humain de demain, il a besoin, ou l'humain de l'ère de l'IA et au-delà, parce que l'IA d'aujourd'hui, ce n'est pas l'IA de demain, et ça ne sera pas l'IA de l'après. Peut-être qu'il y aura un autre nom. Mais pour l'instant, l'IA, elle ne restera pas comme elle est pour très longtemps. On a vu l'évolution des transformations numériques et des technologies. Donc, l'humain, il n'a plus le choix. On n'a plus le choix de dire que moi, je ne suis pas technicien, donc ce n'est pas la peine de comprendre ce qu'il y a derrière. Moi, j'utilise ces outils parce que ces outils, eh ben non, on ne peut pas. C'est fini. Maintenant, on est obligé, même si on ne va pas être tous des développeurs des systèmes de l'IA et des autres technologies, même si on ne va pas être les gens derrière cette révolution, on va être les utilisateurs d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas être des utilisateurs passifs. Quelqu'un m'a dit une fois, bah oui, mais on utilise l'ordinateur sans savoir ce qu'il y a dedans. Oui, mais l'ordinateur, il gêne que toi, il gêne pas tout le monde. Alors que l'IA, c'est prendre des décisions. Donc on peut pas s'arrêter à l'utilisation. Il faut qu'on comprenne. Et malheureusement, pour ceux qui sont dans la salle, qui ont 20 ans, 25 ans ou plus de temps à rester travailler avant de partir en retraite, vous allez revenir à l'école. Vous allez devoir apprendre les nouvelles compétences. Les nouvelles compétences, ce n'est pas, je peux vous dire, c'est de la programmation, je peux vous dire, c'est de l'algorithme, je peux vous dire ce que je veux, mais ça va changer encore, c'est pas ça. Les nouvelles compétences, c'est l'adaptation aux nouvelles technologies. C'est avoir des expertises qui sont alignées avec les demandes du marché et des technologies qui sont en train d'avancer. Donc, c'est plutôt, il faut favoriser l'apprentissage. Je l'appelle continu et ça n'a pas de sens parce qu'en anglais, on dit le long life learning. Donc c'est ça, dans toutes les entreprises, vous avez intérêt à mettre en place des programmes de upskilling, reskilling. Vous n'avez pas le choix parce que c'est comme ça. Les compétences que vous avez dans les entreprises, elles sont has-been.
elles sont outdated, on ne peut pas les utiliser, et plus on avance, plus elles vont être outdated. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez virer tout le monde? Vous ne pouvez pas de toute façon. Vous avez besoin de l'expertise de vos employés. Si vous les virez pour les remplacer avec une machine à l'IA, demandez aux entreprises qui ont fait ça avant vous, et je pense notamment à une banque en Australie, sans dire le nom. Ils sont revenus en arrière. Donc l'IA et les technologies du futur requiert une collaboration humaine. Il faut humaine-machine. Il faut qu'on voit ces technologies comme nos partenaires et non pas des outils à qui on délègue notre travail. Il faut qu'on apprenne à travailler avec eux, à leur laisser faire la partie la plus routinière, les tâches répétitives, et ce qu'on consacrer plus à notre façon de réfléchir, à ce qu'on fait le mieux l'humain, la créativité, la pensée, la résolution du problème, le leadership. Donc ça, c'est les compétences du futur, et ça, c'est les compétences qui permettront à tout le monde de profiter de cette nouvelle ère qui est l'ère de l'IA et au-delà. Et je vais m'arrêter parce que j'ai dépassé mes minutes. Donc merci pour votre attention et merci MTL et Montréal. Professeur Azizi, merci. Je pensais que vous alliez nous dire qu'on doit tous trouver de nouveaux boulots et que les machines vont nous remplacer. Ça nous donne confiance qu'avec du upskilling et de la formation continue, on a une place dans le futur. On va continuer à survivre. Il nous reste 5 minutes-ish pour quelques questions du public. Si vous avez une question, il y a un micro à la droite. Je vois que madame, vous avez pris du devant. Vous êtes prête. Ready pour la question numéro 1. Allez-y, votre nom et votre question. Parfait. On va briser la glace. Asma Hamoudi. Alors, j'aurais plutôt 2 questions, si vous me le permettez, parce que vous avez abordé. Merci beaucoup d'abord, docteur, pour vos pépites que vous nous avez partagées. Les 2 éléments que vous avez vraiment brush on assez rapidement, mais sur lesquels j'aimerais qu'on revienne, c'est le grand débat qu'il y a aujourd'hui sur l'intégration de l'IA dans le domaine académique et l'éducation, et je parle même even early education. Il y a beaucoup de réticences. On va interdire les appareils mobiles, interdire les tablettes, interdire plein de choses à l'école déjà. Je suis partisane plutôt d'encadrer que d'interdire. Donc j'aimerais vous entendre un petit peu plus là-dessus parce que vous l'avez abordé rapidement sur le volet académique, mais plutôt early education. Et sur le volet réglementaire, en fait, oui, je comprends. On ne veut pas juste réglementer, mais il n'y a pas le choix. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est une évolution, ce n'est pas une révolution, mais le paysage légal, je pense, lui, n'a pas évolué aussi rapidement que la technologie, elle a fait. Donc, puis ça reste un peu le mal-aimé, je pense, dans le domaine réglementaire. Donc, j'aimerais vous entendre aussi un peu là-dessus. S'il vous plaît. Merci. Je reviendrai sur la première partie de l'éducation qui me tient à cœur aussi. Moi, je veux bien qu'on interdise l'utilisation des tablettes, qu'on interdise l'utilisation des mobiles, etc. Mais quand les gamins ils rentrent à la maison, ils utilisent tous ces outils-là. Donc moi, je veux bien, si on arrive à vraiment les interdire à 100%, mais je pense que c'est des ship has sailed. Je pense qu'on a dépassé cette partie-là. Je pense qu'il faut vraiment encadrer. Moi, je suis partisane de montrer comment utiliser l'outil parce que de toute façon, c'est comme quand on a eu les phones mobiles, on a essayé de les interdire à nos enfants pour très longtemps, mais au bout d'un moment, on n'en pouvait plus parce qu'on avait... Donc moi, je suis plutôt pour un encadrement qui est responsable. Je ne suis pas contre l'éthique et le responsable, c'est le contraire. Il faut absolument qu'on trouve des moyens d'encadrer la façon avec lesquels ces étudiants utilisent ou ces gamins utilisent. Il faut comprendre l'outil de toute façon. Le danger, il ne vient pas de l'outil lui-même, il vient de l'utilisation. Quand on l'utilise sans savoir ce qu'il y a derrière, il est là le problème. Quand on ne sait pas que ChatGPT, on lui donne toutes nos informations, donc il est en train de prendre toutes ces informations et se nourrir. Et on a des gens qui se disent « Ah oui, mais en fait, il est très intelligent, ChatGPT, mais il me comprend, il a des sentiments. » Ah ben non, il est en train de prendre vos informations, il s'alimente de votre connaissance et il évolue en fait lui-même. Donc c'est pour ça qu'il arrive à vous répondre. Donc oui, à 100%, moi je pense qu'il faut y avoir un travail en fait entre les décideurs, entre les gens de l'éducation, entre les technologistes pour trouver un moyen pour que cette partie soit intégrée dans l'éducation d'une manière un petit peu plus suivie, encadrée. Pour la réglementation, je suis tout à fait d'accord et je ne dis pas le contraire parce que moi je co-préside le groupe où on milite pour une IA éthique et responsable, mais les réglementaires, je ne sais pas comment c'est au Canada, mais moi je sais très bien par exemple dans les autres pays d'où je viens, la France, l'Australie, je sais que
on est en arrière, en fait, les décideurs et les policy makers. Ça leur prend tellement d'années qu'en fait, la technologie, elle est partie trop loin qu'ils sont même pas capables de le faire. Et moi, j'ai une pensée sarcastique, en fait. Je dis aux décideurs, peut-être que vous devriez utiliser l'IA pour sortir les réglementations, en fait, sur l'IA, parce que ça va vous permettre de générer des scénarios et comprendre un petit peu plus loin. Mais tout à fait, la réglementation, je pense que pour l'instant, les nations et les gouvernements, ils sont un petit peu réticents parce que quand ils voient que les États-Unis, ils n'ont aucune réglementation, aucune régulation sur les inventions et l'utilisation de l'IA et les développements, etc., qui se disent, bah, finalement, on est déjà en arrière. Donc, si on régule encore plus, eh bien, on va être en arrière. Mais moi, je pense que le problème, il vient du fait qu'on ne régule pas d'une manière intelligente. On va toujours à l'extrême. Allez, on régule, on arrête. C'est tout. Alors que si on régulait d'une manière intelligente, je pense que c'est là où je vous rejoins à 100%. Il faut un cadre réglementaire. Merci pour vos questions. On a le temps pour une dernière question, malheureusement, parce qu'on arrive à notre timing. Alors, monsieur, votre nom et votre question. Mon nom, c'est Jean-Pierre Bourbonnais. J'ai les cheveux blancs, donc ça fait longtemps que je suis dans le monde des technologies. Je me rappelle d'avoir lu un livre sur l'IA de l'Université de Harvard à la fin des années 70, qui modélisait déjà comment la pensée humaine pouvait être transposée au niveau technologie. C'est fascinant de voir ce qu'on est rendu aujourd'hui. Ma question est sur tout ce cheminement-là. De voir aujourd'hui, puis je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, parce que c'est l'humain qui est en problématique aujourd'hui, c'est pas la technologie, mais c'est pas la première fois que l'humain fait face à des défis transformationnels à un niveau très élevé, mais on n'a pas été comme super bon à le faire. Donc, même si je suis d'accord avec ce que vous dites, ou ce qu'aujourd'hui, en termes de réglementation, en termes d'évolution, c'est l'humain qui est un peu l'enjeu. La question que je pense qu'il faut qu'on se pose, c'est comment on arrive, comme société, à le faire. Parce que même si votre énoncé est hyper vrai, comment vous pensez qu'on peut y arriver à le faire? Moi, je pense qu'on peut y arriver. Et je pense qu'on peut y arriver en éduquant l'humain, en fait. Et c'est là où moi, j'insiste sur les formations de tout le monde, en fait. C'est l'IA pour tout le monde. On ne peut pas laisser... Le problème qui s'est passé avec l'IA, c'est qu'en particulier l'IA générative, à cause de ChatGPT, est allé au public très vite. Les transformations qu'on avait auparavant, elles ne sont pas allées au public. Elles sont restées dans un cadre un petit peu plus restreint jusqu'à ce qu'elle ait atteint une certaine maturité pour pouvoir aller au public. Là, l'IA générative, elle est sortie du laboratoire ou de la recherche de la technologie trop vite pour le public. Donc, je pense que vraiment, d'un point de vue société, moi, je pense qu'il faut absolument éduquer l'humain. Et quand je dis éduquer, c'est pas qu'on va tous revenir à l'université pour apprendre des algorithmes et pour apprendre... Mais il faut au moins qu'on sensibilise, ce que j'appelle de awareness, en fait, qu'on sensibilise la société en général, et ça c'est le travail des gouvernements aussi, hein, des décideurs, etc., d'avoir des programmes en fait d'awareness et de formation et d'éducation de la population, parce que on contrôle plus rien. Tout existe sur Internet, tout est sorti au public. Donc on ne peut pas revenir en arrière en disant bah, on arrête la technologie, voilà. Mais je pense qu'on peut y arriver. Mais il faut vraiment qu'on se donne cette capacité et cette capacité d'éduquer et de former les populations. Toutes. Il n'y a pas de... C'est pas une... Parce que là, la technologie, elle n'est pas pour moi et vous, hein, elle est pour tout le monde. Elle est pour le petit café du coin, elle est pour la femme qui est derrière qui reste chez elle, c'est pour tout le monde. Donc je pense que c'est un travail qui est vraiment colossal, qu'il faut être fait par différents acteurs de la société civile ensemble. Merci beaucoup pour votre question et merci encore, Dr Azizi. On l'applaudit, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais vous inviter à... Et je sais qu'il y avait d'autres questions dans la salle, alors si vous voulez continuer à jaser avec Dr Azizi, je sais qu'elle va être des nôtres pour le reste de la journée. Plein de lieux pour des échanges. On prend une petite pause. Alors, on va prendre environ 5-6 minutes de pause. Je vous invite, si vous étiez dans la salle, de quitter, s'il vous plaît. On va retourner dans la salle pour la prochaine conférence qui débute à 11h. On prend une pause. À tout de suite. Merci.